c'est connecté à quelque chose de bien plus grand. En fait, on se reconnecte à quelque chose d'universel. C'est finalement d'aller rejoindre l'ordre des choses et d'aller rejoindre toutes ces femmes qui, avant moi, après moi, en même temps que moi, ont traversé et traversent ça. Voilà, de laisser la vie nous traverser, quoi. Et donc oui, c'est un sentiment indicible presque. Le mot puissance, c'est peut-être pas encore assez fort. Je me posais la question, qu'est-ce que tu as mieux compris de tes propres parents en devenant toi-même mère? Qu'est-ce que j'ai mieux compris? Je me suis dit qu'ils ont été très cool. On se rend compte à quel point c'est complexe en fait, parce qu'on est pétri de bonnes intentions, mais on sait jamais comment le message qu'on envoie va être pris, compris et transformé. Donc on se rend compte à quel point c'est complexe. Je sais pas si j'y avais pensé avant. Je me rendais compte de l'implication énorme que ma mère avait auprès de nous. Ça, je m'en rendais compte. Peut-être pas de la complexité. Et voilà, ça m'a et de la force qu'a pu avoir ma mère de gérer beaucoup toute seule parce que mon père travaillait énormément. Donc voilà, c'est. Si toi, en tant qu'enfant, tu as été préservé de justement la difficulté du rôle, c'est signe de quelque chose d'assez sain, moi, je crois. Oui. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu aurais dû te substituer, prendre soin de ton parent, et là, on inverse les rôles. Non, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu toucher du doigt plus tard à l'adolescence, dans des difficultés qu'ils ont pu traverser. Là, voilà. Mais en tout cas, plutôt, non. Dans l'ensemble, ils ont plutôt assez bien géré. Ok. C'est quoi pour toi l'importance de la lignée? C'est essentiel. Je sais que j'avais une peur avec la lignée étant plus jeune, une espèce de peur qu'on ne puisse s'en extraire en fait, qu'il y ait des choses qui soient tellement ancrées en nous, tellement incrustées que même si on a du libre arbitre, etc. Si on n'a pas travaillé sur chaque élément, que ce serait pas forcément évident de s'extraire de choses qu'on n'a pas envie de répéter en fait. Et je l'ai un peu senti en tant que mère en fait, des choses où je m'étais dit non, je ne ferai pas comme ça. Maintenant non, j'ai plus de crainte. Je trouve ça beau d'aller chercher. Ma lignée de femme, elle est plutôt forte, donc j'en suis fière. Donc oui, j'ai cette chance. Mais d'aller par moment, oui, sur des choses qui nous dérangent un peu plus chez nous, de dire tiens, ça vient d'où et je pense que oui, la lignée est hyper intéressante et se poser les questions du transgénérationnel, mais en fait pas pour que ce soit des excuses en fait, mais plus dire ok, je sais pourquoi c'est là, je sais d'où ça vient, qu'est-ce que je vais en faire et comment je peux faire pour moi, ma génération, pour stopper ce qui n'est pas juste ou pour de dire tiens, ça a toujours été chez nous et c'est beau quoi. Donc, Merci pour cette réponse. Alors j'ai une question qui est vraiment, je pense, la question la plus bête de toutes mes questions. Parce qu'en fait, je pense que la réponse peut pas, peut pas être donnée par quelqu'un d'extérieur et que c'est une fois qu'on l'a vécu qu'on se rend compte. D'après toi, comment donner de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance à son enfant? Est-ce que tu as des trucs qui, pour toi, fonctionnent pour t'assurer que tu es en train de faire ça? Alors, tu as dit de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. De la reconnaissance. Alors, pour moi, l'amour, vraiment, ça ne se pense pas, ça se ressent. Voilà, c'est quelque chose qui
passe dans tout, nos regards, nos intonations, nos gestes, notre présence. Voilà, l'amour est là. Et après, je sais c'est pas toujours une évidence. Voilà, on peut devenir parent et que ce soit pas aussi fluide. Voilà. Et que ça se construise, parce qu'en fait ça vienne chambouler des choses de notre propre enfance et voilà. Donc des fois il faut travailler l'amour, peut-être, mais je pense que on a eu la chance, en tout cas pour moi, de dire que c'est assez fluide, mais en même temps des preuves d'amour, c'est pareil, d'un enfant à l'autre, c'est pas forcément les mêmes attendus, et puis des fois voilà, j'avais aussi vraiment en tête, parce que quand on pense petite enfance, enfant, bah c'est câlin, tendresse, etc. De dire que quand on les voit comme ça, les bouillabisous là et tout ça, on a envie de câlins, d'amour et de ces élans là qui nous traversent, qui sont des fois très très forts. Mais c'est d'avoir en tête que le bébé il a pas choisi. Enfin, on revient à ça, essayer de respecter son corps. Et alors on va pas réfléchir chaque fois qu'on fait un câlin, c'est pas ça, hein, c'est censé voilà se faire naturellement, mais de garder quand même en tête, enfin ça, de les respecter en tant qu'individu, en tant qu'être, et puis vérifier leurs expressions de visage, si c'est le moment pour eux, si c'est ok. Voilà, un enfant qui se débat ou un bébé qui non, enfin c'est de respecter ça. Et puis à certains moments, en fonction de leur âge, l'amour, ça va pas être justement du câlin et de rentrer dans leur bulle, ça va être d'observer comment être à la juste place. Et des fois on leur laisse du temps, et des fois c'est juste une histoire le soir, le bisou, puis après on sent qu'ils ont plus trop envie, et puis finalement ils grandissent, puis ils disent oui, mais moi j'aimais bien quand le soir tu venais me raconter une histoire, alors qu'on a voulu leur laisser de la place. Donc en fait c'est toujours l'amour, ouais, c'est quand même il y a un côté très naturel et un côté réajustement. Et puis c'est des questions que j'ai régulièrement, en me disant il faudrait peut-être que voilà, je recommence à faire ça, que je sois vigilante à voilà, le côté tactile, mais chaque personne n'aime pas ça de la même manière. Donc voilà, c'est toujours à penser. Et d'être connecté à ses élans quand même, hein, mais en respectant l'autre. Et la sécurité, je pense qu'il faut déjà se sentir soi-même en sécurité. Parce que si on l'est pas, c'est dur à transmettre. On peut faire semblant, mais ça transpire. Donc le sentiment de sécurité, oui, ça va avec. Il y a la sécurité affective et la sécurité, on va dire, d'avoir un toit sur la tête, et sécurité financière, etc. Là, c'est différents niveaux. Comment on construit notre vie pour pouvoir accueillir au mieux notre enfant, et là, ça dépend de pas mal d'éléments. Et la reconnaissance, tu dirais dans quel sens? J'ai besoin que tu m'éclaires un peu. En fait, la reconnaissance, c'est le fait de se sentir vu à l'endroit où on est et pas téléporté à l'endroit où on voudrait que... Donc, c'est vraiment prendre l'enfant où il est plutôt que de lui indiquer où il doit être. Donc, il va se sentir reconnu si, sans avoir à bouger au niveau symbolique, au niveau des décisions qu'il prend et tout, sans avoir besoin de s'expliquer, on lui dit je vois que c'est difficile pour toi, ou je vois que c'est beau pour toi, ou je vois que c'est important pour toi ça, alors que peut-être ça l'est pas pour nous. C'est de le reconnaître en tant qu'individu et qu'il soit vu en tant que personne ouais, voilà. en dehors de nous. Oui, c'est garder ça toujours en tête, essayer de pas les noyer sous nos projections. Mais ça, ouais, c'est un sacré travail sur soi, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui passent malgré nous, en fait. Et ça, c'est un art, et ça se travaille tout le long de la parentalité. Parce que c'est vraiment de l'avoir en conscience déjà, je pense que c'est assez énorme. Et après, c'est de réajuster. Et puis quand on fait des erreurs de jugement ou un mot qui aurait été trop loin,
enfin, c'est être capable de revenir en arrière, de reprendre avec l'enfant sur un temps plus calme, un temps plus en disant là j'ai pas été juste, là j'aurais pu faire mieux, c'est être capable de revenir sur ce qu'on a dit, notre première réaction à chaud, parce que des fois c'est ça, hein, ce qui va au-delà de nous, de notre éducation, enfin voilà, des fois ça nous traverse et ça s'exprime là, et des fois c'est injuste pour l'enfant, et c'est d'être capable de reprendre ça et derrière et de dire ben là j'aurais pas dû réagir comme ça et ça ne t'appartenait pas, ou enfin c'était pas à ton encontre vraiment, et puis de leur montrer justement qu'on fait des erreurs et donc ça les autorise aussi à en faire. Ok, super. Bah, en t'écoutant, je me dis déjà que tes filles ont vachement de chance d'avoir une maman comme toi. Je Ce sais que sera à c'était elle de pas le dire. forcément. Ouais, c'est ça. Non, mais je sens qu'il y a une certaine pudeur pour toi à cet endroit-là, mais je te le dis quand même parce que je le vois. C'est Euh, gentil, merci. alors, du coup, je me posais cette question qui est un peu touchy, mais est-ce que d'après toi, ton expérience et ce que tu observes autour de toi, est-ce qu'on peut donner à ses enfants ou à son enfant ce que l'on n'a pas reçu? Très bonne question. Euh, je pense que c'est possible, mais avec un sacré travail personnel, psychique derrière. Parce que si c'est vraiment hyper mentalisé, que dans le mental, en disant, je sais pas, moi j'ai manqué d'amour, je veux leur en donner, etc. C'est vrai que si on l'a pas expérimenté, si on l'a pas vécu, c'est comment trouver les bonnes manières de l'exprimer en fait, et ça je pense que c'est pas simple, mais bien sûr je pense que tout est possible quand il y a de l'envie et du travail en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, il y a beaucoup de viscéral qui passe, hein, parce que c'est du quotidien. Donc on peut avoir la meilleure théorie, les meilleures intentions encore une fois, mais c'est du jour après jour, hein, et c'est pas évident d'assurer jour après jour. Donc donc mais oui, si on a déjà une volonté et un travail, un accompagnement peut-être derrière aussi, thérapeutique et autres, parce que si c'est vraiment un manque, on peut pas le combler avec nos enfants. Enfin, nos enfants sont pas là pour combler ou nous permettre de réussir des choses des échecs qu'on aurait vécus, ou des choses qu'on n'a pas reçues. En fait, ils sont pas là pour nous réparer, nos enfants. Donc en fait, il faut déjà se réparer soi pour pouvoir arriver à transmettre. Enfin, il faut déjà combler nos vides pour après, voilà, ce qui déborde, pouvoir leur offrir en fait. Et voilà, ils sont pas là pour combler nos vides. Ok, merci pour cette réponse. J'ai envie de t'amener dans une autre dimension qui, je pense, va te parler. Est-ce que tu observes que les rituels, les rites de passage disparaissent? Et si oui, quel éclairage tu pourrais nous donner sur ce phénomène en clair? Pourquoi les rituels et les rites de passage disparaissent selon toi? Alors chez nous, parce que on va dire en France, hein, ce que je peux pas avoir tellement. Enfin, en ayant vécu une dizaine d'années en Polynésie, j'ai vu justement il y avait certains rites de passage conservés, le passage à l'adolescence par exemple, pour les garçons. Alors c'est pas hyper fun, hein, c'est avec la circoncision. Mais il y a une vraie cérémonie autour, une vraie fierté, et voilà. Enfin, il y a vraiment quelque chose du passage à une étape très marquée, et qui est intéressante. C'est vrai que chez nous, la perte des rituels, je pense qu'elle a été. Bon, après, je suis pas historienne, mais je pense qu'elle a été. Ça a été perdu beaucoup par l'imposition de l'Église, et quand l'État et l'Église étaient fondus et que les rites religieux ont pris la place
on va dire des rites païens en fait. En fait, c'est de la culture et de la tradition qu'il pouvait y avoir dans telle et telle région. Voilà, la naissance, par exemple, c'était quelque chose de très communautaire entre femmes, beaucoup les hommes entre eux à attendre, et puis les femmes entre elles dans l'intime de la féminité à vivre ça avec une femme expérimentée, une ou deux femmes expérimentées, et puis le clan autour. Et oui, du coup, comme ça manque un peu dans notre culture occidentale et en France, on va pêcher un peu d'autres rituels, d'autres cultures. Voilà, dans le monde de la naissance, il y a le rituel du rebozo, par exemple, qui vient du Mexique et voilà, et ça peut en chiffonner pas mal, hein, avec des idées de réappropriation culturelle, des choses qui nous appartiennent pas, et on va aller recréer des moments de. C'est peut-être un peu maladroit, mais je pense que ça vient dire à quel point il y a besoin. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le blessing way, donc c'est de se retrouver entre femmes pour célébrer la grossesse et la future naissance. Voilà, célébrer un peu la femme qui va mettre au monde un bébé, d'être dans ces échanges-là entre femmes, cette sororité en fait. Je pense dont on a bien besoin, mais c'est vrai que ça se développe beaucoup au féminin et je me dis pour les hommes où sont les lieux d'où on se retrouve, où on échange, où on se soutient. Voilà, moi je trouverais ça Le beau, mais PMU, comment? le PMU. Ah, c'est ça, c'est moins glamour, mais c'est une question que je trouve très intéressante et je crois justement qu'une femme s'est penchée là-dessus. Je sais plus si elle est sage-femme ou doula, mais elle s'est penchée, elle est allée chercher les rituels qu'il y avait en France en fonction des régions, etc. Je serais curieuse d'aller en apprendre un petit peu plus parce que je pense qu'on en a réellement besoin. Mais de retrouver les nôtres, quoi. Même si ça peut paraître fun, voilà, de faire certains soins, etc. Je trouverais que ce serait bien. Après, on peut faire un melting pot de tout ça, hein, à l'ère de la mondialisation. Mais voilà, savoir d'où on vient et puis après, chacune peut faire à sa sauce en fonction de ses élans. Mais... Ok, mais tu vois, justement, je me rends compte parce que c'est quelque chose qui m'est pas familier, le rite de passage, le rituel, et aussi le passage initiatique, on pourrait dire un petit peu. Donc, évidemment, il y a les rituels comme tu les as cités, mais vraiment, je vois l'accouchement comme étant un passage d'une forme de soi à une autre forme de soi, un voyage duquel les femmes ne ressortent pas indemnes, et les hommes, s'ils sont pas loin. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de... C'est comme si ça n'existait plus dans la façon dont on l'envisage de façon moderne, cette dimension un peu, j'oserais le mot, sacré, parce que justement, dans sacré, c'est je n'y comprends rien, mais c'est important et il faut l'avoir vécu pour se laisser transformer par cette expérience. Donc, on y va sans savoir ce qu'on va rencontrer, mais c'est important de le faire. Et donc, je me demandais, qu'est-ce qu'on perd quand on perd ce genre de moment, d'après toi? Oui, c'est une vraie question. Je pense que c'est de plus en plus rare un vécu, on va dire, comme tu le décris, de je m'attends à rien et puis j'y vais et je vis un moment extrêmement fort et transcendant. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu, on va dire, j'aime pas opposer les choses, mais on va dire les deux clans entre la naissance, on va dire, médicalisée et la naissance dite plus naturelle, physiologique, où il peut y avoir vraiment une recherche de la femme, du couple, mais bon, la femme dans son corps, hein, qui va aller expérimenter et vivre, d'aller, je disais tout à l'heure, au-delà d'elle-même via les contractions l'une après l'autre, la sécrétion d'endorphines qui va aider à supporter les contractions, qui va nous mettre dans un état second et finalement d'aller au bout de nos sensations les plus fortes et au bout de nous-mêmes, avec aller frôler par moments quelque part un peu la mort. Il peut y avoir cette
peur de la mort et de savoir que c'est là pour nous, pour notre bébé, c'est quelque chose que... Donc voilà, une expérience, oui, initiatique, quand on vit les choses naturellement. Après, justement, avec la péridurale, alors la péridurale est un très bel outil, hein, aujourd'hui, bien utilisé, et qui peut vraiment dénouer des naissances longues, compliquées, douloureuses, ou pour des femmes qui peuvent avoir aussi des vécus dans leur chair douloureux. Le problème aujourd'hui, c'est la systématisation de l'utilisation de la péridurale et je dirais juste cet unique moyen qu'on propose aux femmes, en fait, pour en disant cette douleur doit être supprimée. Ce que je trouve dommage, parce qu'en fait c'est un guide et elle est vraiment utile. Et si elle est supprimée et si on est sous anesthésie au moment de l'arrivée d'un bébé, alors à la fois ça peut quand même être des très beaux moments, parce que justement en fonction du ressenti de chaque femme et de leur compagnon, être dans cette souffrance-là, parce qu'elles le vivent comme une souffrance. C'est pas censé être une souffrance, c'est censé être une douleur. Mais si c'est vécu comme une souffrance, alors la péridurale est un bon moyen de vivre quand même quelque chose de fort. En plus, si elle est bien dosée, etc., qu'on sent qu'on reste en connexion avec son bébé et qu'on est vraiment dans l'action. En fait, pour arriver à vivre un moment initiatique, il y a peut-être différents niveaux, mais c'est être active et avoir le sentiment que on est là, qu'on décide et qu'on aide notre bébé à sortir. En fait, c'est vraiment ça, et d'avoir les sensations dans son bassin, dans son corps, dans son périnée, et de l'aider à venir. Et il y en a qui vivent quelque chose de magnifique, voilà, avec une péridurale peu dosée, et qui sentent quand même, et qui se sentent actives, et qui ont vécu quelque chose de très fort. Après, il y a pas l'espèce d'effet second dans lequel on est dans un accouchement naturel avec les endorphines, voilà. Mais après, je n'irai jamais dire qu'il y a une bonne manière de. Il y a qu'est-ce qui est le plus adapté pour telle personne à tel moment pour cet enfant-là. Et après, c'est sûr que péridurale posée hyper tôt, j'ai accompagné des naissances comme ça à l'hôpital, où là, on sent vraiment une déconnexion. Là, une déconnexion de son corps, une déconnexion avec son bébé, et des femmes qui attendent, en fait, et des pères et qui peuvent jouer sur leur téléphone à côté, etc. Et là, pour moi, oui, quelque chose peut être perdu dans est-ce que tu te rends compte de ce que tu traverses, de ce que tu vis, et que c'est un moment important où justement, tu vas devenir mère, il va y avoir un décalage de génération, et c'est oui, un passage essentiel de ta vie et pour la vie de ce bébé à arriver. Et je trouve ça, oui, un peu dommage quand tout le monde est, parce que finalement tout le monde est mis un peu sous anesthésie dans ce moment-là, parce que c'est la mère, le bébé, et puis le père un peu quelque part, qui n'est pas dans la présence intense auprès de sa compagne, et puis on attend que le bébé arrive et que les médecins, l'infirmière, la sage-femme disent quoi faire, comment, etc. Mais après, il y en a à qui ça convient et qui ça correspond. Ce sera peut-être pas un passage initiatique. Mmh. Ouais, merci pour tous ces éclairages-là. En fait, si tu veux, moi, je vais aller un peu chez moi en disant, ça peut peut-être être dérangeant pour des personnes, mais j'imagine que ils écoutent plus ce que je fais. Sinon, il faut arrêter, hein. J'aime bien, moi, m'occuper des choses qui m'activent à chaud. Ce qui fait que j'attends pas d'avoir fait 20 ans d'études pour parler d'un truc. Parce que ça deviendra du savoir froid à ce moment-là. Alors que là, c'est une expérience chaude pour moi. Donc, je suis en train de découvrir, en vivant cette expérience aux côtés de ma compagne, je suis en train de découvrir la puissance de ce moment-là, potentiel. Alors que je ne m'y suis jamais intéressé, parce que ça n'a jamais été une actualité pour moi, parce qu'il y avait un gros mur à l'endroit de la projection de devenir père un jour. C'était hors de question, jusqu'à il y a quelques années. Et le truc étant, c'est que petit à petit, il y a des choses qui se précisent pour moi en découvrant ce dont il est question,
comment c'est expliqué par différentes personnes, dont toi, dont d'autres personnes qui vont avoir des éclairages différents selon bah voilà, leur angle de vue. Et c'est super intéressant d'avoir tous ces angles parce que le mien, qui est chaud, bah, peut s'exprimer. Alors je te dis ce que j'ai là, tout de suite, c'est qu'en fait, l'accouchement, c'est l'anti-performance sportive. C'est-à-dire que dans une performance sportive, qui va plutôt être magnifiée par bah, les Jeux Olympiques, en sont un bon exemple, puisque c'est l'actualité du moment, euh, un athlète, il va se préparer et il va dompter son corps, il va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il arrive à faire un truc. Et donc, du coup, ça va être quelque chose de la tête qui donne des ordres au corps pour que le corps se mette au diapason. L'accouchement, si j'ai bien compris, c'est l'inverse. Et en fait, c'est ça qui est insupportable. C'est le fait de devoir mettre la tête en deuxième. C'est que c'est le corps qui va embarquer le reste. C'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout la main le reste du temps. C'est pas le monde qu'on s'est construit. Tout ce qu'on s'est construit, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ce moment où on laisse les choses être plus grandes que nous et où on se laisse embarquer dans quelque chose qui est euh, en dehors de, en dehors de notre petit microcosme. On en revient au sous-ensemble. En fait, on a oublié qu'on a créé un sous-ensemble dans lequel, ben voilà, on construit nos maisons avec nos objets, notre rythme, nos problèmes, nos comptes en banque, nos voitures, nos chiens, nos machins, nos trucs. Et on a oublié l'ensemble duquel on a voulu s'extirper parce qu'on avait peur. C'est comme ça que je le vois. Voilà. C'est long, désolé, mais c'est un cri du cœur. Ouais, ouais, j'entends ce que tu dis. Ce qu'on m'avait dit, hein, pour un accouchement, physiquement, c'est l'équivalent d'un marathon. Alors, tu peux te préparer en amont, hein, comme un sportif quelque part, hein, pendant les 9 mois, en restant voilà, dynamique. Il y a certaines sportives qui continuent à être hyper sportives jusqu'au dernier moment. Voilà, en gardant un certain tonus, etc., parce que ça aide, hein, quand même, pour traverser des heures de contraction dans des postures des fois pas hyper confortables. Donc c'est bien d'avoir un potentiel musculaire intéressant. Donc il faut sortir de l'idée de la femme, enfin pendant la grossesse, de passer son temps à se reposer. Hein. Faut essayer de rester vraiment dynamique. Mais oui, et ben c'est tout à fait ça. Pendant la naissance, c'est un processus involontaire. C'est le corps et les hormones qui vont déclencher. Et pour que ça fonctionne bien, dans le mieux possible, il faut débrancher le cerveau. Et c'est en effet, et c'est pour ça en fait, je pense que c'est devenu si compliqué aujourd'hui parce qu'on l'a énormément intellectualisé. Avant, on se posait beaucoup moins de questions. Alors, il y avait quand même beaucoup la peur, hein, de la mort en couche, etc. Hein, donc, je pense que c'est quand même intéressant qu'on soit passé par toutes ces cases, par les cases scientifiques, etc. Mais bah, c'est bien d'avoir tout ce savoir-là pour après pouvoir justement s'en extraire et prendre un certain recul. On disait, OK, maintenant ça, on le sait, mais on peut se réapproprier les choses et laisser les choses se faire. Mais oui, je trouve que en fait, c'est un cadeau de la vie, justement, de laisser faire, quoi, de lâcher complètement et d'aller. Et c'est ça, d'aller vers l'inconnu, d'aller. Il y a quelque chose de l'ordre. Pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec le moment où on va partir, quoi, la fin de vie. J'aurais envie de te poser cette question. Est-ce que dans ton expérience, tu parlais d'une puissance après avoir réussi ce truc-là qui paraît impossible sur le moment. Est-ce que cette puissance, néanmoins, est-ce que tu la sens contenue dans quelque chose de vachement plus grand que toi? Ou est-ce que t'es, dans une victoire de j'ai battu le meilleur judoka de cette année Tu vois ce que je veux dire? Je crois. On va voir si ma réponse résonne. Euh, oui, quand je parle de puissance, c'est que pour moi, j'ai vraiment senti quelque chose. C'était pas qu'une espèce de victoire personnelle, en fait. Il y a un petit côté égocentrique de dire j'ai réussi à le faire comme je le voulais, mais en fait, c'est connecté à quelque chose de bien plus grand. En fait, on se reconnecte à quelque chose d'universel. C'est finalement d'aller rejoindre l'ordre des choses et d'aller rejoindre toutes ces femmes qui, avant moi, après moi, en même temps que moi, ont traversé et traversent ça. Euh, voilà, de laisser la vie nous traverser, quoi. Et donc oui, c'est un sentiment
indicible presque. Le mot puissance, c'est C'est peut-être pas petit. encore assez fort. Hmm. Ok. Ouais, je suis content de pouvoir échanger avec toi là-dessus et sur tous les autres sujets qu'on a abordés dans cette discussion. Ben, je me demandais tout simplement, ça veut dire quoi pour toi le masculin? Euh, c'est pas évident pour pas être dans des images réductrices en fait. Pour moi, le masculin et le féminin, ça coexiste chez chacun d'entre nous. Euh, le côté masculin, j'ai peur de tomber vite dans des clichés en fait, parce que je me suis jamais posé la question comme ça. Euh, euh, c'est terrible comme question. Oui, parce que je suis persuadée qu'il y a besoin des deux pour l'équilibre. Mais en fait, je trouve que très vite dans notre société, on réduit ça juste à des images. Et c'est en lien, je sais pas, avec la virilité, mais en fait, il y a plein de manières d'être masculin. Et d'ailleurs, on se posait la question avec ma deuxième fille, on parlait de ça, je sais plus, de la virilité. Est-ce qu'il pouvait sembler viril ou même charmant chez un homme, en fait, et on se rend compte que c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Donc, ça. Oui, ta question est très complexe pour moi. Non, J'arrive mais pas. ben, merci d'assumer la difficulté que ça représente pour toi, parce qu'en Mm. fait, c'est des choses, si on ne s'y penche pas, on a l'impression de savoir ce que c'est, et donc on peut mettre ça dans une discussion sans se rendre compte que finalement, il y a un élément qui n'est pas du tout défini, et qu'on estime comme étant de même facture, de même teneur chez chaque personne, alors que finalement, si on va dans les détails, comme tu viens de nous le dire, bah, c'est pas du tout la même chose chez chacun. Donc on utilise le Non, même mot, et si on va vite, on peut avoir l'illusion qu'on parle de la même chose, et en fait, finalement, il suffit de regarder 2 secondes pour comprendre que bah non, finalement, c'est pas. complètement. Il y a nos images personnelles, les images de l'entourage, les images que la société véhicule, et en plus d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, ça voudra pas du tout dire la même chose, le masculin. Donc, comme la beauté, comme l'image du féminin ou de la féminité. Est-ce que c'est de s'assumer comme on est ou c'est l'image de la pin-up? Enfin, Mm. c'est c'est trop divers en fait pour être résumé. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Là, tout de suite, Ouais, j'y ouais, arrive je pas. comprends. Bah, tu sais, je suis content d'échapper à cette question de mon côté. Je me la pose parce que justement, et je te la pose parce que justement, je me la pose et que je sais pas quoi répondre à ce moment-là, vraiment. Et du coup, j'avais 3 autres questions. Et donc, il y avait, ça veut dire quoi le masculin pour toi? Ça veut dire quoi le féminin pour toi? Mais j'avais aussi noté, ça veut dire quoi être un homme pour toi? Ça veut dire quoi être une femme pour toi? Parce que pour moi, justement, comme tu le disais, il y a ces 2 pôles en chacun de nous. Et donc, un homme doit-il avoir un dosage de masculin et de féminin particulier? Ou une femme, un autre dosage? Alors, il suffit de regarder autour de soi pour voir que de toute façon, il y a tous les dosages sont tous uniques finalement, d'une Mhm. certaine manière. Mais j'en arrive presque. Alors là, c'est de l'ultra bouillant, c'est-à-dire que c'est quelque chose avec quoi je suis aujourd'hui. Mais en fait, un homme, c'est quelqu'un qui n'aura pas cette expérience de lien direct avec la vie potentielle. Et une femme, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir cette expérience. Et dans ces deux réalité, j'ai l'impression que sont contenues des possibilités diverses. C'est-à-dire qu'une femme va avoir une plus grande humilité due à cette expérience si jamais elle l'a fait, parce qu'elle va être en présence de la vie en elle, de la vie autour d'elle, à l'intérieur d'elle, de son corps enfin, de tout ce que ça représente de puissance. Et puis un homme, s'il est à côté, bah, il va tomber de 18 étages de là où il est trop fier, où il a l'impression d'avoir tout compris et tout. Et donc, le fait d'être un homme et de ne pas vivre ça, je crois que ça confère une certaine inconscience qui donne des certitudes et des envies d'agir qui sont peut-être plus fortes, euh, tu vois, des envies parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite, enfin, les limites sont pas les mêmes.
Je sais pas comment exprimer Mm. ça. Ça me travaille en ce moment, donc je suis pas très précis là-dessus. Mais Si, si. Oui, voilà. c'est très intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé finalement à cette différence de base en fait, physiologique et dans les faits de pouvoir porter la vie et mettre un enfant au monde qu'on a ou qu'on n'a pas. Et quand tu disais ça, l'image qu'il y avait, c'est l'image de la femme de peut-être enfin, ce qui m'est venu, c'est cette idée d'intériorité, de choses qu'on porte en soi, euh, d'intime et même en fait finalement qui s'est véhiculé au travers de notre, on va dire, culture de la famille, en fait, comment on nous a un peu inculqué à faire famille, c'est-à-dire la femme au foyer, hein, la femme gérant la vie intérieure, donc voilà, auprès de ses enfants, auprès de son foyer, et l'homme gérant plutôt le périmètre plus extérieur, tourné au monde, le périmètre de sécurité, voilà, et subvenir aux besoins du foyer, etc. Mais tout ça, aujourd'hui, ça a un peu implosé. Enfin, on n'a plus envie de rester dans ces images-là de construction de la famille qui est un peu issue au niveau historique, vraiment de l'ère industrielle où on avait besoin que les femmes s'occupent du foyer pendant que les ouvriers allaient à l'usine. Donc voilà, ça a été un peu, parce qu'à la préhistoire, je pense que le système familial était différent. Enfin, c'est à questionner en fonction des époques, etc. Est-ce qu'il y a quand même toujours cette oui, cette idée d'intérieur et d'extérieur entre le féminin et le masculin, parce que si on observe la fécondation, l'ovule et spermatozoïde qui vient de l'extérieur et qui vient se fondre à l'intérieur pour finalement créer la vie. Et donc, est-ce que ce serait un écho finalement à ça, mais de toute façon, avec les évolutions sociétales, on re-questionne constamment ces images-là. Et puis aujourd'hui, on parle de plus en plus d'identité aussi sexuelle. C'est est-ce que tu es né avec dans un corps de femme, un corps d'homme, et comment tu te sens avec ce corps, etc. Donc il y a aussi tous ces différents niveaux, même si c'est pas la majorité de la population, mais c'est une réalité quand même. Et finalement, voilà, c'est la question de genre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en mouvance aujourd'hui autour de ces questions. Mais et puis des rôles qui sont interchangeables aujourd'hui, avec une femme qui va travailler et un homme qui va élever les enfants, et donc oui, c'est une question fascinante, le masculin et le féminin, mais on pourrait philosopher un bon moment, je pense. Mhm. Bah, je te remercie de ce petit tour déjà qu'on a pu effectuer tous les deux. Évidemment, toi qui nous écoutes, justement, c'est ce que je précisais avant, c'est pas une thèse, on n'a pas bossé pendant 1000 ans dessus, mais moi j'aime à me brancher sur des trucs qui sont chauds, j'adore ça, avec les dangers que ça représente d'être peut-être réducteur à certains moments, peut-être injuste pour le vécu de certaines personnes. Le but n'étant pas de heurter, mais juste de célébrer la stimulation d'une certaine façon, et en essayant d'être joyeux et constructif le plus possible. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu plus du travail que tu fais, de ce que tu peux proposer? Qu'est-ce qui manque à notre échange avant qu'on passe à une petite phase de fin qui s'apparente un peu à un jeu? Écoute, non, à ajouter, pas forcément. J'espère que certains éléments forcément incomplets et imparfaits de ce qu'on aura échangé pourra faire écho auprès des personnes. Non, après, sur mon activité de doula, c'est du métier, de l'activité passion. Donc moi, je prône pas grand-chose. Je profite et je me laisse porter des rencontres les unes après les autres avec les couples qui sont différents à chaque fois et qui m'apportent énormément. Donc c'est voilà.
encore beaucoup d'humilité dans ce rôle-là. J'essaie de transmettre un petit peu, mais finalement, en fait, c'est la rencontre qui fait que ça, on chemine mutuellement, je pense, dans ces rencontres Bah, d'accompagnement. je te rejoins là-dessus. En fait, si tu veux, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a un point commun de nos pratiques respectives, même si c'est pas la même chose. Et il y a ce point commun qui me paraît essentiel, c'est qu'en fait, eh ben, ce qu'on propose, c'est ce qu'il y a de moins vendeur dans le monde actuel. Parce qu'en fait, comme c'est du vivant, non mais comme c'est du vivant, c'est pas marketable. Donc ça veut Mm. dire, bah, il faut le vivre pour savoir en quoi ça peut être soutenant, puisque c'est la rencontre qui va faire l'accompagnement. Et, Tout. euh, et, et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des promesses listées. En tant de jours, tu auras ça. En tant de semaines, tu auras ça. Tu vas passer à travers ça et tout. Puisqu'en fait, tout est personnel. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui va être facile pour quelqu'un va être très difficile pour quelqu'un d'autre. Des besoins qui seront essentiels pour certains n'en seront pas pour d'autres. Au-delà des besoins physiologiques de base. On a tous nos priorités, nos besoins, nos incertitudes, nos traumas, nos faiblesses. Comment on peut savoir à l'avance combien de temps ça prend pour passer par-dessus l'envie de fumer, par-dessus. Moi, je peux pas proposer ça. C'est pas Mm. possible pour moi de m'y brancher en fait. J'arrive pas à trouver ça crédible. Ouais, bah c'est vraiment ça et c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui où en plus il y a un maximum d'offres très marketing sur les réseaux en disant ah, mais qu'est-ce que tu proposes, telle option, tel machin, etc. Non, moi j'ai pas de grands slogans genre je vous garantis un accouchement physiologique. Non, 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 bah non. C'est à chaque rencontre, chaque parent, en fait, chacun est à là où il en est dans son existence. Et en fait, je distille pas les mêmes informations. C'est d'arriver à sentir qu'est-ce qui peut être entendable, qu'est-ce qui va pouvoir les faire avancer un petit peu, etc. Et donc, je m'adapte complètement en fonction des gens que je rencontre. Et, euh, et ça leur apportera ou pas des choses. Hein, je leur souhaite, je leur souhaite un peu quand même. Le but étant un maximum de sérénité sur ce moment-là et d'arriver à, à se préparer, même si on n'est jamais vraiment prêt à Mm. être parent, en tout cas à se préparer à l'inconnu de la parentalité, parce que Ouais. En fait, on est dans le monde du sensible, et dans le monde du sensible, on ne sait pas de quoi on va être capable. Et donc, du coup, si l'objectif c'était d'assurer un accouchement physiologique, ce serait au détriment des personnes elles-mêmes, puisque tu serais obligé de faire du forcing de ouf pour que ça marche, quoi. Et tu serais obligé de te substituer aux gens. C'est de l'ingérence au bout d'un moment. Si tu veux que ça soit du 100%, tu es obligé de passer par-dessus le fait que la personne n'est pas prête, que son corps ne peut pas supporter cette façon de faire, ou ainsi de suite. Donc en gros, bah, c'est la façon de laisser les personnes responsables et de les laisser seules aux manettes de ce qui va leur arriver au final. Tout à fait. C'est de toute façon via l'information, de les remettre en responsabilité de leur choix. Parce que oui, il y a quand même, voilà, je suis quand même là pour transmettre des informations pour qu'ils fassent des choix éclairés. Donc ça, c'est vraiment le but du jeu. Et après, ça va être à eux de s'en emparer ou pas. Et on sent bien qu'il y a des choses des fois qui sont dites, mais qui sont pas du tout captées. Euh, et, et voilà, c'est tout. Ça veut dire que c'est pas le bon moment. Ça veut dire que c'est pas ce dont ils ont besoin sur le moment. Et donc non, c'est pour ça. Il y a des gens qui oui peuvent des fois. En fait, les raisons pour lesquelles on vient me voir sont très différentes. Hein. Des fois, c'est parce que ce sont des femmes seules. Des fois, ce sont dans des couples en difficulté pour faire un peu tampon. Voilà, des fois c'est purement informatif, des gens qui sont déjà hyper éclairés, mais qui ont besoin de vérifier qu'ils ont un peu tout ce qu'il faut dans leur mallette avant d'y aller. Et c'est très 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 variable. Donc il n'y a pas une manière d'être et de faire chaque accompagnement. Mais c'est ça, c'est vraiment de rendre les parents
conscient de leurs compétences qui de toute façon tu vas apprendre sur le terrain, hein, clairement, et être par contre voilà, qu'ils soient là en présence au maximum, dans la possibilité de se réapproprier ce moment, parce qu'en fait ce qui est un peu dommageable dans le côté hyper médicalisé, c'est qu'on arrive dans un terrain qu'on ne maîtrise pas et on a tendance du coup à laisser faire les choses parce qu'on n'a pas nos repères, on sait pas comment faire et du coup c'est là où ça peut être dommage et c'est vraiment ce que je dis très souvent, c'est que c'est trop dommage d'être finalement infantilisé dans un moment où potentiellement on peut nous imposer des choix, des positions, des manières de faire, etc. Et 2 jours après, quand tu sors avec ton bébé, on te demande d'être responsable et d'être parent. Ben non, c'est antinomique. Donc moi, c'est là d'être là juste un peu en soutien, en disant non, mais fais tes choix et c'est ton corps, c'est votre moment et c'est votre bébé et qu'est-ce que vous voulez vivre et de mettre toutes les chances de votre côté en sachant bien que voilà, il y a ce qu'on imagine, la manière dont ça va se passer et puis il y a toujours le plan B, C, D et que voilà, il faut être ouvert à tous les possibles. Mais voilà, c'est de leur rendre un peu essayer de leur transmettre cette posture parentale dont ils vont avoir besoin et qu'il faut avoir en fait au plus tôt parce que dès que le petit bout est là, ben même avant, de toute façon, la manière dont on gère la grossesse, etc. Voilà, c'est une responsabilité. Ben, merci pour ces précisions. Je te propose un petit jeu pour finir cet échange. Je te propose en fait de compléter des phrases et de donc laisser sortir spontanément un truc pour finir la phrase que je commence. Ça va? D'accord, ok. Ok. Devenir parent, ça m'a rendu plus. Compréhensive. Devenir parent, ça m'a rendu moins. Jugeante. En devenant parent, j'ai mieux compris. La puissance de la vie. Ma peur principale en tant que parent, c'est de faire du mal à mes filles. ce que j'aimerais dire à mes enfants là tout de suite, c'est Cherche qui tu es et sois toi-même. Je te remercie beaucoup, Caroline, pour ta confiance, pour cet échange qui est parti un peu dans tous les sens. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et les liens pour accéder à ton travail sont disponibles du coup sous cette vidéo. À bientôt. Merci à toi de cette invitation. Bah, c'était trop chouette. J'aimerais également remercier Gaëtan qui a assuré une aide précieuse au niveau technique et un soutien émotionnel pour moi avant et après les interviews. Merci Gaëtan. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!